C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir présenter ce soir la stratégie France du gouvernement de la Sarre dans le cadre de cette table ronde sur les régions transfrontalières en tant que laboratoire d'une nouvelle Europe. Merci pour cette possibilité, mais chère Madame Droysen, merci aussi à vous personnellement pour la bonne coopération entre la maison Heinrich Heine et le bureau de la Sarre ici à Paris. C'est un partenariat précieux pour nous, pour notre présence ici dans la capitale française. Mesdames et messieurs, pour introduire un tout petit peu dans le vif du sujet et pour répondre, essayer à répondre à la question posée pour votre table ronde, si les régions transfrontalières sont vraiment des laboratoires d'une nouvelle Europe, je pense qu'il faut d'abord se poser une autre question. Car surtout quand on regarde ce phénomène, les régions frontalières, ou bien ce sujet d'une perspective parisienne ou berlinoise, donc d'une perspective du niveau national, il faut se demander, il faut se rendre compte que représentent les régions frontalières dans la réalité, les régions frontalières dans la réalité de l'Union européenne. Car les régions frontalières en Europe sont bien sûr un phénomène très divers, très riche de différences, mais une chose sur les régions frontalières est sûre, nous ne sommes ni des provinces lointaines, ni un phénomène rare ou marginal dans la réalité de l'Union européenne. C'est la Commission elle-même, la Commission européenne elle-même, qui fait ce constat dans une communication de septembre 2017 sur la situation des border regions, des régions frontalières dans l'Union européenne. Et les faits qui sont décrits sont très intéressants, à mon avis, pour le débat de ce soir. Parce que quand on regarde les chiffres, on voit la dimension et l'importance de ces régions. Car les régions frontalières, selon cette communication de l'Union européenne, représentent environ 40% du territoire, plus de 30% de la population et presque 30% du PIB de l'Union européenne. On pourrait dire, pour provoquer un tout petit peu, que les régions frontalières en général sont le plus grand État membre de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, malgré ce fait incontestable et malgré l'importance de leur poids démographique et économique, les régions frontalières souffrent aujourd'hui encore des anciennes frontières à l'intérieur de l'Union européenne et de leurs conséquences pour le quotidien de nos concitoyens. C'est le rapport de la Commission européenne qui le démontre aussi. D'une manière générale, les régions frontalières s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions au même État membre. Mais ce n'est pas seulement l'économie qui est concernée, ce sont aussi les citoyens qui sont concernés très concrètement, par exemple en ce qui concerne, en général, en ce qui concerne l'accès aux services publics. Prenez par exemple les hôpitaux ou bien aussi dans quelques régions les universités. Les raisons pour cela sont bien sûr multiples. C'est aussi la langue, c'est aussi parfois l'infrastructure moins développée dans les régions frontalières. Mais une raison pour ce constat est aussi évidente. Les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics des régions frontalières éprouvent des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de naviguer entre deux, ou prenez l'exemple de la Sarre avec le Luxembourg et la France, trois systèmes différents, administratifs et juridiques. Donc aujourd'hui encore, le constat est clair. Être une région frontalière, c'est malgré tous les efforts que nous avons effectués, malgré tous les efforts européens, encore un inconvénient économique et politique. Et ceci est grave. Mesdames et messieurs, je pense que Mme Droysen l'a décrit très correctement, non seulement pour nous, en tant que région frontalière concernée, mais pour l'Europe en général. Car c'est tout d'abord dans les régions frontalières, comme chez nous, que les citoyens peuvent vivre les idées européennes dans leur quotidien. Et c'est donc chez nous, dans les régions frontalières, que l'idée européenne peut réussir ou échouer. Mesdames et messieurs, voilà ma réponse à cette première question sur les régions frontalières. Les régions frontalières, c'est l'endroit où les idées européennes doivent vraiment réussir si nous prenons les bons choix politiques. Et c'est exactement l'idée
de la stratégie France du gouvernement de la Sarre. Pas seulement en composant les inconvénients de notre situation géographique, mais de faire de notre proximité à la France et au monde francophone un avantage économique et politique. Transformer un inconvénient historique en avantage pour l'avenir. Mesdames et messieurs, notre objectif, pour le dire très brièvement, nous voulons devenir la passerelle entre l'Allemagne et le monde francophone. Ensemble, avec nos voisins lorrains et alsaciens, nous voulons être la première adresse pour tous les francophones qui cherchent un accès au monde universitaire, politique, économique allemand. Et ensemble, avec nos voisins lorrains et alsaciens, nous voulons être l'endroit idéal pour tous les germanophones, pour tous les Allemands qui cherchent un accès au marché français. Nous sommes convaincus ensemble qu'il y a énormément de chances pour notre région transfrontalière. Voilà la stratégie France et voilà le rôle, à mon avis, que les régions transfrontalières pour une Europe nouvelle que nous voulons travailler pour. Et après presque 5 ans, car c'est vrai, ça a commencé en 2013-2014, après presque 5 ans, il est aussi temps de faire un premier bilan de cette politique du gouvernement de la Sarre. Ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui, c'est un projet à long terme. C'est un projet pour toute une génération politique, c'est un projet qui nécessite une longue haleine, car pour changer l'orientation, ou pour approfondir l'orientation et l'image de toute une région, ça nécessite un marathon. Les chantiers qu'il faut travailler dessus sont multiples et nous avons du pain sur la planche, il y a du progrès, mais il nous reste beaucoup de travail à faire. Ceci est vrai pour beaucoup de chantiers sur lesquels nous travaillons. C'est bien sûr vrai pour nos universités. Je les cite en premier rang parce que les universités en Sarre, l'université de la Sarre, mais les autres institutions universitaires aussi, c'était toujours les moteurs, les réacteurs de ce mouvement, ceux qui ont vraiment fait les premiers pas et ceux qui sont en avance dans la coopération transfrontalière comparée avec d'autres chantiers dont je vais parler. Et quelques-uns des acteurs qui le font dans le quotidien sont présents ce soir. Avec l'Université de la Sarre, avec l'Institut supérieur franco-allemand de technique d'économie et des sciences, avec l'Université franco-allemande, avec l'Université de la Grande Région, avec le Frankreich Zentrum, avec par exemple aussi le Centre juridique franco-allemand. Avec tous ces acteurs, nous disposons d'une offre vaste de cursus franco-allemand. Madame Polzin-Haumann, mais aussi Monsieur Lusenbrink sont les mieux placés pour vous en parler après dans le panel. Mais nous avons encore des objectifs ambitieux. Nous ensemble, pas seulement la politique, mais bien sûr, surtout les acteurs universitaires. Nous voulons faire de cette université de la Grande Région, qui est un réseau de 6 universités en 4 pays européens, une des premières universités européennes dont le président Macron a parlé dans son discours à la Sorbonne. Ceci est vrai pour les universités, mais ceci est vrai aussi qu'il faut encore beaucoup travailler en ce qui concerne la promotion de la langue française en Sarre. L'objectif, c'est de faire de la langue française la deuxième langue véhiculaire dans l'espace d'une génération sociologique. Donc jusqu'à 2043, nous voulons que le français soit la deuxième langue véhiculaire chez nous en Sarre. Et déjà aujourd'hui, la Sarre, bien sûr, c'est la région la plus francophone en Allemagne. Dans nos crèches, dans la plupart de nos écoles primaires, on apprend le français dès le début. Mais c'est jamais gagné, mesdames et messieurs, parce que la volonté des parents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut peut-être préférer l'anglais vis-à-vis le français, parce que c'est la lingua franca de notre temps. Mais moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas promouvoir la langue française en concurrence avec l'anglais. Nous ne demandons pas les élèves en école, dans les écoles, s'ils veulent apprendre à lire ou à écrire. Et le même est vrai pour le français et pour l'anglais dans la vie de tous les jours pour nous. Notre objectif, c'est de devenir une région multilingue, franco-allemand,
mais comme c'est le cas aussi au Luxembourg, avec d'autres langues, notamment bien sûr le anglais. Et ce n'est pas seulement dans nos écoles, et je m'en suis sûr que Mme Polzinghaupt va en parler après sur la promotion de la langue française, elle en sait beaucoup plus que moi, mais je suis convaincu que ce n'est pas seulement le rôle des écoles, c'est aussi le rôle des médias, c'est le rôle de l'espace public. Il faut avoir des panneaux, il faut avoir des médias, il faut avoir la radio qui fait en sorte que le français soit présent dans l'espace multilingue qui sera la SAR dans quelques années. Ceci est vrai pour la langue, mais ceci est vrai que nous avons du travail à faire pour la coopération transfrontalière. Déjà aujourd'hui, comme vous le savez, dans beaucoup de domaines de la vie publique, mais aussi de la vie privée, nous travaillons ensemble avec nos voisins lorrains ou alsaciens, dans les écoles bilingues, dans les transports publics, dans les gestions de déchets, pour vous en citer que quelques exemples. Mais en même temps, nous souffrons le plus quand, et je pense par exemple au régime des travailleurs détachés, quand les règlements nationaux visent à établir des obstacles ou si on oublie tout simplement les conséquences de règlements non harmonisés pour les régions frontalières. C'est pourquoi nous militons au niveau fédéral, notamment dans les négociations du nouveau traité de l'Élysée, mais aussi à Bruxelles, pour un droit à l'exception pour les régions frontalières, pour que nous puissions promouvoir efficacement des projets transfrontaliers pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ceci est vrai pour la coopération transfrontalière, mais ceci est aussi vrai qu'il reste beaucoup à faire pour un autre phénomène qui est important pour nous, qui est le marché de travail transfrontalier. Déjà aujourd'hui, nous investissons beaucoup dans la formation professionnelle transfrontalière. Nous avons réalisé des filières franco-allemandes dans 2 centres de formation, un dans le tourisme, un dans l'automobile, et nous allons ouvrir une 3e filière dans les métiers des énergies renouvelables en coopération avec un centre à Nîmes dans les mois à venir. Mais beaucoup reste à faire, surtout pour augmenter la mobilité transfrontalière des jeunes, pour qu'ils aient vraiment la possibilité de faire un apprentissage, par exemple, en tant que Lorrain chez nous en Sarre. Nous voulons créer une situation gagnante dans notre région avec nos voisins, surtout lorrains, parce que vous le savez, le taux de chômage des jeunes en Lorraine, c'est assez élevé. Et chez nous, les entreprises cherchent désespérément les jeunes pour les emplois qualifiés. Donc, le marché du travail, il nous reste beaucoup à faire. Il nous reste beaucoup à faire aussi, même s'il y a quelques succès, pour l'orientation de l'économie sarroise vers le monde francophone. Le constat aujourd'hui est assez positif. Il est illustré par les statistiques générales du développement économique. La France, en 2017, est devenue le marché le plus important pour les exportations des entreprises sarroises, prenant la tête dans ce classement au détriment de la Grande-Bretagne, suite bien sûr au vote sur le Brexit. Nos exportations vers la France ont augmenté en 2017 de 14% pour atteindre 2,3 milliards d'euros, mais d'autres marchés, mesdames et messieurs, restent à découvrir en France et bien sûr aussi dans d'autres pays francophones, notamment dans les pays émergents aussi en Afrique. Notre ambition sur le niveau économique, c'est de créer un cadre idéal pour les activités économiques des entreprises francophones en Sarre, ayant par exemple pour objectif, nous allons créer le 1er janvier 2019 une cour de commerce francophone installée au tribunal de grande instance, au Landgericht à Saarbrücken. Ça sera la première et la seule cour en Allemagne où les entreprises françaises, suivant le modèle des commercial courts en anglais, bien sûr, pourront négocier en langue française si les 2 parties concernées sont d'accord. C'est un vrai avantage pour les entreprises francophones et un vrai USP, comme on le dit en allemand maintenant, un vrai point fort pour la Sarre. Dans les derniers mois, mesdames et messieurs, nous avons pu, je suis aussi là, comme vous le voyez, pour faire un peu la publicité pour la Sarre, nous avons pu réaliser un premier, je dirais, grand succès qui était la localisation d'une entreprise allemande qui vient de s'installer ou qui va s'installer en Sarre pour couvrir depuis la Sarre le marché français. C'est un producteur de meubles de cuisine, bien sûr, de meubles de cuisine, qui va s'installer à Sarrelouis, à 5 minutes de la frontière française et qui va y créer 1000 nouveaux
emplois. Ça sera le plus grand investissement d'une seule entreprise depuis l'installation de l'usine de Ford dans les années 70. Vous voyez, mesdames et messieurs, après presque 5 ans de cette Frankreich-Stratégie, de cette stratégie France, il y a des premiers succès qui sont au rendez-vous, mais ça se voit aussi en dehors de Sarrebruck, en dehors de la Sarre. La Commission européenne nous appelle depuis 2017 sur la politique de la langue une région de référence en ce qui concerne d'autres régions frontalières. Mais pour moi, une des meilleures preuves pour le fait que nous sommes sur la bonne voie, c'est que les autres Länder s'intéressent aussi et qu'un autre land est en train de vient d'avoir décidé une conception France au Conseil des ministres du Land à Stuttgart, c'est le Baden-Württemberg. C'est un peu copier-coller, mais ça nous donne, à mon avis, raison que nous sommes sur la bonne voie. Mais, il faut le dire aussi, quand votre concurrence commence à copier vos idées, ça veut dire 2 choses. Premièrement, effet positif, ça vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais deuxième constat, c'est qu'il faut aller plus vite pour ne pas perdre l'avantage que vous avez. Et mesdames et messieurs, je ne veux pas vous cacher que moi aussi, j'ai parfois l'impression qu'il nous faut, et je suis convaincu qu'il nous faut aller plus vite, parce que oui, c'est un projet à long terme, mais je ne vous cache pas mon impatience parfois quand les choses, chez nous en Sarre, ne progressent pas assez vite avec tous les projets que nous avons en tête. Mesdames et messieurs, c'est quand même pour toutes ces raisons-là que je suis optimiste pour les régions frontalières chez nous, mais aussi pour les régions transfrontalières européennes. Pour nous, grâce à la volonté politique en Sarre, mais grâce aussi aux nombreux acteurs, dont quelques-uns sont présents ce soir du monde universitaire, mais il y en a d'autres, grâce à notre situation géographique, grâce à notre situation historique et politique, nous avons tout notre rôle à jouer dans les relations franco-allemandes pour nos idées communes d'une Europe unie. La stratégie France, pour en finir avec cela, correspond en même temps à ce rôle politique et aux besoins économiques de notre land, de la Sarre. Vous le savez, nous étions la pomme de discorde entre nos 2 pays. Nous sommes devenus, moi je suis convaincu, un peu le cœur de notre amitié et nous voulons devenir le moteur de réacteur de notre coopération. Merci pour votre attention. Merci, Madame Deussen, pour votre soutien ici à Paris et une bonne soirée pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Thaes, de votre présentation et de votre plaidoirie pour cette stratégie France. Et on ne peut qu'espérer, en tant que, si on défend les 2 côtés, on ne peut qu'espérer, il y a une attitude volontariste aussi développée que la vôtre du côté français. Parce que je pense que ça ne peut réussir, une telle stratégie ambitieuse. Il y a un effet d'écho, je ne sais pas d'où ça vient. Cette stratégie ne peut que réussir s'il y a une volonté de plusieurs acteurs et surtout des 2 côtés de la frontière. Je pense que c'était très intéressant de voir qu'après quelques années, il y a déjà les premiers résultats qui sont là.
Et je pense que c'est vraiment un succès. J'en félicite le gouvernement de la Sarre, aussi pour les concurrents, parce que si vous êtes convaincus de cette attitude pour faire tout pour promouvoir aussi l'enseignement du français, parce que ça aussi c'est au cœur aussi de stratégie. Je pense que tout doit être bon aussi chez les autres partenaires, les autres LENA, pour poursuivre les mêmes objectifs. Je pense que c'était très parlant. Et maintenant, peut-être on se tourne vers l'Université de la Sarre et le projet et votre accompagnement de cette stratégie de la Sarre qui a donné lieu à la publication de ce livre, qui lui-même est issu d'une série de conférences que vous avez menées à Saarbrück, et qui finalement ont été regroupés par cette publication. Et je pense que c'est quelque chose de très riche qui mérite d'être connu. Et je peux dire qu'on a un exemplaire, bien sûr, aussi à la bibliothèque pour tous ceux qui voudraient relire les différentes communications qui ne seront pas présentées aujourd'hui. Il y a l'occasion de le faire. Maintenant, peut-être je me tourne d'abord vers M. Lusebrink pour nous éclairer un petit peu de cette idée d'accompagner la Frankreich-Stratégie, la stratégie France, qui est, comme on avait dit, d'abord une stratégie volontariste issue de la politique. Et maintenant, c'est l'université qui a pris la relève pour aussi faire développer d'autres moyens pour accompagner cette étude, et d'abord aussi sur un plan scientifique. Je vous laisse la parole. D'accord, merci. Oui, bien sûr, on a eu cette idée, Madame Polzin, Claudia Polzin-Haumann, Christophe Hatte et moi-même, d'éditer, d'abord d'organiser un cycle de conférences à la mairie de Saarbrück sur la Frankreich-Stratégie. Il y avait beaucoup de monde pour ces conférences-là, et en même temps d'analyser la Frankreich-Stratégie de manière critique, productive, constructive également. On peut dire on l'a accompagné, je ne sais pas si on l'a accompagné, on l'a accompagné de manière critique, mais surtout, j'aimerais souligner que l'Université de la Sarre est quand même, vous venez de le mentionner également, est quand même l'université la plus francophone et la plus tournée vers la France en Allemagne, je crois. Devant Fribourg, c'est notre Freiburg im Breisgau, c'est notre concurrent ou notre concurrente, l'université concurrente dans ce domaine-là. Mais je crois que l'université de la Sarre a quelques longueurs d'avance quand même sur l'université de Fribourg et de Mayence. Peut-être juste pour mentionner cela, 3-4 points pour compléter un peu ce que M. Theiss vient de nous dire. L'université de la Sarre était une fondation française, de même que l'université de Mayence. Elle est restée très imprégnée par cette fondation française pendant très longtemps. Il y a quelques spécificités de la présence française de l'après-guerre à l'université de la Sarre. Vous venez de mentionner le centre juridique allemand. Il y a quelque chose de très spécifique qui est assez inconnu à l'extérieur. À Saarbrück, il y a une germanistique francophone, c'est-à-dire une germanistique d'abord à l'origine pour des étudiants francophones, des Français et des étudiants africains qui venaient étudier en Sarre et passer une licence en lettres allemandes là-bas. Là, c'est une spécificité qui s'est maintenue. Maintenant, c'est une collègue allemande, Romana Weiershausen, qui a également contribué à ce volume en montrant cette spécificité d'une germanistique francophone interculturelle tournée à la fois vers l'Allemagne, parce que c'est son objet, l'étude de la littérature allemande, mais dans un contexte franco-allemand et européen. Ça, c'est quelque chose de très spécifique. La même chose, la France a créé après la guerre non seulement des postes pour des Français d'abord, et puis ça a été repris en partie par des Allemands, en droit, mais également en germanistique, mais également en romanistique. On a un poste
occupé jusqu'à présent par une collègue française, Valérie Desoulières, qui dirige en même temps l'Institut d'études françaises à Saarbrück, qui avait la vocation à l'origine d'enseigner le français et littérature française pour des étudiants français en SAR, de passer une licence, et maintenant ça s'est tourné plus vers l'interculturel, vers les études franco-allemandes, vers la littérature française dans le contexte européen. C'est la dénomination actuelle de cette chaire. Donc ça vous montre qu'il y a un héritage français, mais un héritage français qui n'a pas imité ce qui se fait en France, mais qui s'est approprié un héritage pour en faire autre chose, pour le développer vers le franco-allemand, vers l'interculturel, etc. Troisième chose que j'aimerais rapidement mentionner, c'est la très forte présence de filières franco-allemandes à Saarbrück, non seulement à l'université, mais également à la Hochschule für Technik und Wirtschaft, qui correspond à un IUT en France à peu près, où il y a l'ISFATES, qui est ancré dans les sciences de l'ingénieur, dans les sciences économiques. L'ISFATES, vous venez de le mentionner également, et réunit le plus grand nombre d'étudiants dans des filières franco-allemandes dans toute l'Allemagne et dans toute la France. Et uniquement dans des filières qui sont non philologiques, qui sont les sciences économiques et les sciences de l'ingénieur. Ce qui est un peu particulier en ce qui concerne l'université de la Sarre, et ça j'aimerais le souligner, c'est non seulement quand on entre dans l'université de la Sarre, je crois que c'est la seule université en Allemagne où il y a non seulement Universität des Saarlandes, mais aussi l'appellation française Université de la Sarre. Et on se bat à l'université de la Sarre contre Saarland University, qui est la dénomination concurrente, mais je crois l'université de la Sarre comme appellation se maintient bien. Cela se montre aussi dans des secteurs un peu inattendus. Par exemple, à l'université de la Sarre, il y a la seule filière en sciences naturelles appliquées, en l'occurrence en sciences des matériaux, Materialwissenschaften, qui ne se déroule pas en anglais comme partout ailleurs, mais en allemand et en français. Et nous, c'est-à-dire nous, la romanistique, coopère avec cette filière-là pour leur donner, non seulement pour les soutenir en ce qui concerne les compétences linguistiques, mais aussi les compétences interculturelles. C'est-à-dire ces étudiants qui viennent du monde entier, qui viennent de l'Amérique latine, de l'Afrique, de nombre de pays européens, qui font des études à Nancy, à Saarbrück, et ils peuvent faire des études aussi en Suède, ils ont le choix. Ils doivent faire leurs études en France, en français, et en Allemagne, en allemand, et pas en anglais. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que nous, on soutient aussi avec des cours en communication interculturelle. Dernière chose, vous avez mentionné l'université de la Grande Région qui existe, je ne sais pas, depuis 10 ans. Depuis 10 ans maintenant, c'est ça. 10 ans. Qui réunit donc 6 universités, comme vous avez dit, qui est soutenue maintenant par le programme Interreg de l'Union européenne. Je crois que c'est la première, là aussi on est en concurrence avec l'université, avec un réseau comparable dans le Haut-Rhin, c'est-à-dire Mulhouse, Strasbourg, Bâle, etc. Je ne sais pas si on a des longueurs d'avance, mais au moins on va un certain nombre de résultats. J'aimerais juste mentionner 2 résultats qui sont un peu, disons 2 exemples qui sont un peu étonnants peut-être. C'est-à-dire ça a créé de nouveaux réseaux. Vous avez créé un réseau de chercheurs et d'enseignants en multilinguisme. Je crois que c'est formidable de créer un réseau sur un objet précis, le multilinguisme avec le Luxembourg et l'Université de Lorraine. Et un autre réseau, un des nombreux réseaux qui ont été créés par l'Université de la Grande Région, je viens de l'apprendre, notre nouveau doyen, c'est Monsieur Schlange-Schöningen, avec qui j'ai déjeuné hier, qui est spécialiste d'histoire ancienne. Il m'a dit que depuis 2 ans, il y a un réseau des spécialistes en histoire ancienne au sein de l'Université de la Grande Région.
Avant, ils ne se connaissaient pas, chacun travaillait dans son coin. Et là, pour un domaine qui n'a rien à voir, a priori, avec le français ou l'allemand, il y a un réseau de recherche et d'enseignement qui s'est créé. Et je crois que c'est dans tous les domaines que ça commence à se créer. Et ça, c'est quelque chose quand même qui peut servir de modèle, certainement. Très bien, c'est impressionnant les activités et aussi l'origine déjà aussi de cette université à Saarbrück qui est vraiment, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Si, Mayence, vous avez cité l'exemple de Mayence, c'est vrai, c'est parce que c'est lié. Oui, c'est l'autre, aussi une fondation de l'après-guerre, sans doute. Mais impressionnant, et vous n'avez pas encore cité tout le réseau d'autres institutions franco-allemandes qui se trouvent à Saarbrück, qui viennent compléter aussi cette université. Je vais peut-être, on avait pensé à Madame Polzin-Haumann maintenant pour développer la stratégie, pour nous éclairer sur la stratégie du plurilinguisme, mais si vous permettez, j'aimerais bien donner la parole à Monsieur Rachid Belkacem pour nous dire aussi quelques mots, puisque le mot-clé était l'université de la grande région, et peut-être vous pourriez nous dire ce qui se fait de l'autre côté de la frontière et de quelle façon aussi peut-être la région, la région Grand Est va accompagner la stratégie de la SAR. Alors, juste peut-être pour compléter, M. Lusenbrick a été assez complet d'ailleurs sur le panorama, mais il y a également la mise en place d'un réseau qui est le Centre for Border Studies, c'est-à-dire un centre qui rassemble les chercheurs des universités de la grande région, qui réfléchissent sur la frontière, son rôle, ses fonctions. C'est un centre qui fonctionne bien, d'ailleurs soutenu également par le programme Interreg et qui a développé une série de travaux de recherche qui touchent aussi au terrain, aux réalités économiques et sociales des régions frontalières, qu'a évoqué d'ailleurs précédemment notre responsable de la SAR. Donc la Frankreich Stratégie, c'est aussi un moyen d'accompagner ces réalités économiques et sociales. Pour situer un peu ces régions frontalières, c'est quand même, si on part de la Lorraine pour répondre à votre question, la Lorraine, c'est quand même pas loin de 110 000 travailleurs frontaliers qui, tous les jours, passent au moins une des frontières de la Lorraine. Alors pour que ça parle peut-être à certains, 110 000 travailleurs frontaliers, c'est un actif sur 10. Et plus on se rapproche des frontières, on se trouve dans certaines communes, par exemple, où il y a 80%, 75% des travailleurs frontaliers. Donc c'est un puissant facteur d'accompagnement de ces réalités économiques et sociales. Et ça répond aussi à des besoins sociaux, notamment chez les travailleurs frontaliers, qui ont des besoins d'apprentissage de la langue, travaillant en grande partie de l'autre côté des frontières. Alors, les impacts de la langue allemande, ça peut être aussi l'élévation du statut social de ces travailleurs qui sont cantonnés quand même à des fonctions d'exécution, notamment dans la catégorie des ouvriers qualifiés, et qui ont du mal à atteindre des niveaux de responsabilité relativement plus élevés. Alors, pour compléter également et répondre à la question plus directement, il y a eu quand même cette stratégie, cette Frankreich Stratégie a été reçue positivement du côté de la Lorraine. Il y a eu des initiatives concrètes, notamment du conseil départemental de la Moselle, qui, le lendemain de l'annonce de cette stratégie, a mis en place une stratégie allemande avec quelques mesures pivots, dont notamment l'apprentissage d'un allemand de communication chez les jeunes élèves. On a eu également un écho positif avec l'élaboration d'un rapport. Monsieur Klein, qui est le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, a reçu comme mission d'élaborer un rapport sur quelle réponse la région Grand Est peut apporter à cette stratégie française. Donc on voit que l'écho a été quand même positif. Il y a eu une envie, une volonté politique. Maintenant, il reste, on n'a peut-être pas encore, 5 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, 5 ans, il nous reste peut-être encore un peu de temps pour voir
encore faut-il soutenir, accompagner cette stratégie pour voir les résultats concrets, et il y en a déjà, comme vous l'avez souligné. Merci beaucoup. On va peut-être maintenant étudier un peu le côté linguistique, parce que ça, c'est quand même le cœur de cette stratégie, de favoriser l'apprentissage de la langue du voisin. J'espère qu'en Lorraine, on fait aussi beaucoup d'efforts pour encourager l'apprentissage de l'allemand, mais j'en suis persuadée parce que vous avez aussi des recteurs qui soutiennent beaucoup ces activités. Et maintenant, comment ça se passe en Sarre et quel est, disons, le contexte aussi scientifique pour un tel apprentissage du bilinguisme ou même plurilinguisme? Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la langue parce que, bien sûr, la langue française, c'est un des points clés de la Frankreich-Stratégie, mais aussi, c'est aussi un des aspects les plus controversés de la stratégie France parce que si on analyse, j'ai analysé un peu les réactions publiques dans les presses allemandes et françaises après la publication du Eckpunktepapier en janvier 2014. Et j'ai découvert que l'accent est mis presque uniquement sur le français. Donc, on a par exemple écrit Allemagne quand la Sarre se voit francophone, la Sarre se met au français, et ainsi de suite. On a même parlé de la langue de Molière qui sera installée en Sarre. Cet écho qui réduit en fait la stratégie France uniquement au français se reflète aussi un peu dans l'opinion publique. Et d'ailleurs, c'est à cette opinion publique que nous voulions faire allusion avec le titre de notre volume, Alles Frankreich oder was? La France à toutes les sauces. C'est quand même un peu une vision un peu restreinte parce que quand on regarde de plus près la stratégie France, on voit que c'est une stratégie qui veut promouvoir le plurilinguisme. Pour les détails, la stratégie France renvoie au Sprachenkonzept de la Sarre. La Sarre a publié en 2011 un Sprachenkonzept qui porte déjà le plurilinguisme dans son titre. Neue Wege zur Mehrsprachigkeit im Bildungssystem. Et le Sprachenkonzept, bien sûr, accorde une place prioritaire au français, langue du voisin, mais il place le français dans une logique où toutes les langues sont prises en compte dans leur ensemble. Les langues maternelles, les langues issues de la migration, l'anglais. Et le Sprachenkonzept dresse une vision d'ensemble en disant que les apprentissages des différentes langues doivent être articulés dans le sens d'une didactique intégrée. Et ainsi, le Sprachenkonzept veut développer des compétences en français, bien sûr, mais sans négliger l'anglais. Si le français est la première langue étrangère en Sarre, c'est une question d'ordre chronologique, mais pas une question de moindre valeur, disons. Donc, le Sprachenkonzept opte aussi pour une vision de compétences fonctionnelles. Qui dit plurilinguisme dit toujours compétences fonctionnelles et aussi compétences partielles. Donc, il n'est jamais question d'un bilinguisme équilibré, d'une compétence parfaite du français. Donc, il y a quand même une forte volonté politique pour faire du français une langue très importante en Sarre. Pour faire du français un des piliers sur lequel repose la politique linguistique en Sarre. Mais est-ce que je vous parle aussi un peu de la réalisation ou est-ce qu'on laisse cela pour plus tard? Parce que là, on commence, je suis d'accord avec Monsieur Thijssen, que nous avons encore des questions à résoudre parce que il est bien vrai que
le français joue un rôle primordial dans l'enseignement des langues en sarre, plus que dans aucun autre langue allemand. Il y a presque 60% des élèves en sarre qui apprennent le français face à 18% en moyenne allemande. Mais face à l'importance capitale accordée aux Français dans les documents politiques, il reste, je dirais, quelques points contradictoires. Par exemple, on se demande pourquoi il n'y a pas d'enseignement généralisé à partir de la première classe du primaire. La première classe, le français est enseigné à partir de la première classe du primaire seulement pour un quart des écoles primaires. Pour le reste, c'est à partir de la 3e classe du primaire. Il faut aussi, bien sûr, mentionner les 5 établissements dans lesquels le français est enseigné avec 10 heures par semaine, aussi dans les matières dites non linguistiques, mais un enseignement dans tout le land à partir de la première classe serait bien sûr plus logique. Ensuite, il faudrait aussi veiller à un passage réussi à l'enseignement du secondaire, où le français devrait rester la première langue étrangère obligatoire et l'anglais serait enseigné systématiquement selon les principes de l'enseignement des langues tertiaires, c'est-à-dire qui a appris le français peut très facilement, du point de vue de la linguistique appliquée que j'enseigne, très facilement apprendre l'anglais. Donc une priorisation du français n'empêcherait pas du tout une bonne acquise de l'anglais, mais et là c'est un point, je pense, très central. Il faudrait travailler sur les perceptions parce que vous l'avez mentionné, Monsieur Thijs, l'anglais est très généralement conçu comme la langue mondiale la plus importante et là, il faut vraiment travailler sur les perceptions des parents, des élèves et aussi des professeurs. Et là, je peux aussi peut-être vous parler un peu du rôle de l'université parce que la formation des professeurs est une question très très importante dans ce domaine-là. Et former des professeurs pour enseigner la langue du voisin est quand même une tâche différente à la formation de professeurs qui enseignent une langue qui est loin. Donc enseigner le français en Sarre est autre chose qu'enseigner le français à Berlin, par exemple. Donc, pour terminer, je dirais que nous avons de bonnes conditions en Sarre pour réaliser toutes les visions en ce qui concerne les langues esquissées dans la stratégie France, mais je suis d'accord avec Monsieur Thijs que pour vraiment faire de la Sarre un land plurilingue, et je répète, la stratégie France est une stratégie pour promouvoir le plurilinguisme. Nous avons encore des étapes à faire. Mais nous avons des bonnes conditions parce que nous sommes dans une région frontalière, transfrontalière, et nous sommes un peu dans un laboratoire. C'est un terrain de taille assez gérable, je dirais, dans lequel on peut facilement créer un espace avec des pratiques partagées, par exemple en ce qui concerne l'enseignement des langues. Et on peut tester ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On peut coopérer. Et je pense que ce sont des bonnes conditions pour vraiment élaborer l'Europe de demain. Merci.
Je pense que la formation des professeurs, c'était un sujet qui intéresse aussi de l'autre côté de la frontière de la Lorraine. Oui, je rejoins tout à fait Claudia lorsqu'elle pointe quand même la question de la formation des professeurs. Pour ce qui nous concerne du côté de la France, il y a eu une idée reçue qui était la suivante. Avant d'apprendre une nouvelle langue, il faut maîtriser sa langue. C'était un peu cette idée qui a un peu structuré jusqu'au début des années 2000 les programmes pédagogiques concernant l'apprentissage des langues. Et il y a eu comme une inflexion au début des années 2000. Et on sait, d'ailleurs, ce qui explique pourquoi en Lorraine, on a un taux de scolarisation des enfants qui apprennent l'allemand parmi les plus élevés de France, d'ailleurs avec l'Alsace, autour de 35%. Donc la question de la pédagogie, de la méthodologie est essentielle, à mon avis, pour ce qui concerne la stratégie France développée en SAR. Voilà. Et aussi la stratégie Allemagne développée en Lorraine. Est-ce que quand même j'ai bien compris une certaine réserve chez vous quand même, ou peut-être une nécessité que vous éprouvez de défendre cette priorité que la SAR veut donner à l'enseignement du français? Ou est-ce que vous parlez plutôt d'une perception de cette stratégie auprès d'un certain nombre de parents qui craignent que l'apprentissage de l'anglais en pâtisse? Oui, tout à fait. C'est pas ma réserve en tant que chercheur. C'est plutôt une réserve que je vois dans l'opinion publique. J'ai mené une recherche pendant l'année scolaire 2014-2015. Et j'ai vu que beaucoup de parents sont d'accord avec le choix du français comme première langue étrangère au primaire en SAR. Presque 60% des parents sont d'accord avec cette politique. Mais quand on demande si la France joue un rôle dans leur vie de tous les jours, presque les mêmes 60% disent non. Et là, on voit que il y a une certaine réserve. Le français ne sort pas de la classe. Ça reste une langue académique presque. Ce n'est pas conçu comme la langue du voisin avec laquelle je peux rentrer en contact avec les gens au-delà de la frontière. Et ça, c'est le rôle de l'anglais. Le rôle de l'anglais, c'est d'entrer en contact avec le monde. Oui, le français, il faut le faire, mais l'anglais, c'est la langue qu'on utilise pour les relations, pour la communication de tous les jours en tourisme, par exemple. Si je peux me permettre d'intervenir juste du point de vue alsacien, maintenant je travaille en Alsace, où il y a un véritable effort qui est fait de la part de l'Académie de Strasbourg pour faire apprendre l'allemand aux petits Alsaciens. On a exactement le même problème. 80% des classes d'âge qui ont le bac ont appris l'allemand à l'école en LV1 ou LV2, mais wir können mit Ihnen sprechen, ich kann kein Deutsch sprechen, ich habe Angst. Parce que les petits Alsaciens ne vont pas assez en Allemagne, qui sont pourtant les voisins, et apprennent, et c'est ça la grosse catastrophe, et c'est pour ça que cette Sprachraum didactique est intéressante, c'est qu'ils l'utilisent pas comme une langue affective, ça reste une langue étrangère, une langue scolaire. Et si on veut faire réussir la Frankreich-Stratégie ou une autre stratégie, alors alsacienne vers peut-être plus le Bade-Württemberg cette fois-ci, mais aussi vers la Sarre, parce qu'on a un petit bout qui est quand même vers vous, c'est qu'il faut donner du contenu via la société civile, via des échanges, via une facilité. Quand vous avez parlé de zone d'exception, pourquoi faire 46 papiers quand on veut faire une sortie scolaire? Quand on a des gamins, on veut faire juste passer la frontière pour aller à 20 km. Les enseignants sont terrifiés. C'est trop lourd à gérer, en quelque sorte. Donc, ça passe par là, par une sorte de micro-travail de proximité pour faire en sorte que les deux frontières puissent se parler et échanger, et pas juste faire les courses parce que c'est un peu moins cher de l'autre côté de la frontière.
Espérons que dans le traité Élysée II qui est en train de se faire, ils ont d'autres idées maintenant et peut-être plus concrètes pour expliquer de quelle façon on peut vraiment arriver à un meilleur résultat dans l'apprentissage de la langue du voisin, parce que ça c'est malgré tout depuis le traité de l'Élysée, c'est 55 ans si je compte bien, et je pense que c'est un des résultats qui est toujours très mitigé, où il y a beaucoup de progrès à faire. Bon. Mais la Frankreich-Stratégie, ça c'était la stratégie France, va au-delà du bilinguisme, ou, comme vous dites, Madame Polzinhaumann, du plurilinguisme que vous souhaitez prôner plutôt. Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes tous d'accord que l'anglais est quand même une langue importante qu'on ne doit pas négliger dans notre monde global. Mais il faut trouver des moyens pour bien articuler l'apprentissage du français et de l'anglais. Et je connais quand même quelques résultats des recherches scientifiques qui soulignent que apprendre d'abord le français et après l'anglais est plus avantageux que vice-versa. Merci. D'accord. Vous avez, Monsieur Thaïs, tout à l'heure parlé aussi de l'importance qu'ont les médias dans toute cette stratégie de parler des zones transfrontalières, qui sont quand même des viviers pour beaucoup de stratégies à développer dans différents secteurs aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de quelle façon les médias peuvent nous aider ? Pardon. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Entre 2012 et 2014, avec notre collègue commun Christophe Vatter, on a mené une petite enquête sur la... Ah, c'est dommage parce que j'avais une question à lui poser, mais bon, je vous l'enverrai par Merci écrit. beaucoup, Monsieur Thaïs. Au revoir. Je pense que c'était pour nous tous très très bien d'avoir cet éclairage de la stratégie aussi. Merci. Et donc, on a fait une enquête Info Transfront sur la circulation des informations dans la grande région Saar-Lorlux. Et depuis, je travaille plutôt en Alsace et je suis plutôt du côté entre Mulhouse et Freiburg. Et donc, je peux donner aussi un point de vue sur la circulation dans l'Oberrhein, l'autre région un peu concurrente, vous l'avez bien compris, de la Sarre. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on constate tous dans nos régions la disparition des dialectes. Alors, évidemment, c'est la vieille histoire tout ça, mais c'est important parce qu'il y avait toute une communication orale, notamment par la télévision, la radio, parce qu'on parlait le Plattfrancique ou l'alémanisch, entre le badois et l'Elsässer Deutsch, c'est à peu près la même chose. Et on a entendu parler d'émissions de RTL qui étaient écoutées avec passion le dimanche après-midi par les Thionvillois qui parlaient le platt. Et ça disparaît parce que les jeunes générations ne parlent plus les dialectes. Donc cette langue orale qui faisait un pont entre les frontières, elle disparaît, et c'est du coup la langue standard qui s'impose, le Schriftdeutsch d'un côté, ou le Standarddeutsch, souvent sous sa version Schrift, et puis en France c'est le français pur et dur. On a une politique anti-allemande et anti-alsacienne en Alsace qui a fait des dégâts. Ce qui veut dire que maintenant, quand on veut écouter les médias de l'autre côté de la frontière, il faut justement maîtriser non plus une langue commune avec nos voisins, l'alémanisch, mais la langue de Goethe ou la langue de Molière. Voilà. Enfin, c'est présenté comme ça. Et c'est un des obstacles à la communication entre les deux frontières des médias, puisque on le sait, écouter des médias, lire des médias, c'est quand même une activité pas de loisir, on s'informe, mais il ne faut pas que ça soit trop difficile, trop pesant. Et c'est ça qui est un peu une sorte de contradiction. C'est-à-dire que, pour s'informer en allemand, quand on est quand même de langue maternelle française, il faut faire un effort qui est un peu contradictoire avec l'idée de faire des médias. Donc, ce qui veut dire que finalement, ça c'est du point de vue des réceptions, le terreau est déjà moins là. Du côté de la production, on a aussi pas mal étudié, alors il y a
plein de choses, hein, si vous avez envie, vous pouvez lire là-dedans. Comment se fabriquent les informations transfrontalières dans les rédactions du Républicain Lorrain pour là-haut, ou des DNA ou de l'Alsace pour vers chez moi maintenant. Et le constat, il est partout le même. Les informations transfrontalières passent d'abord par les agences internationales, par l'AFP, traduit en français, enfin en allemand, hein, dans le cas, ou par DPA. Voilà. Et c'est finalement, maintenant, c'est via les agences mondiale ou internationale que les gens sont au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Il y a de moins en moins de journalistes qui sont vraiment bilingues et qui peuvent facilement traduire comme ça ou dépoter une nouvelle, ou qui peuvent prendre le temps, parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les rédactions aussi, prendre le temps d'aller enquêter de l'autre côté de la frontière pour donner un éclairage lorrain à une actualité sarroise. Parce que ça veut dire prendre la voiture, y aller, bien maîtriser l'allemand et puis avoir un bon réseau d'adresses. Il y a une telle pression sur les journalistes des agences qu'ils ne peuvent plus faire ça. Les jeunes qui arrivent, on les recrute, enfin le recrutement des journalistes, et ça les gens du Saarbrücker Zeitung nous l'ont dit, comme ceux d'ailleurs d'Alsace, etc. La compétence bilingue linguistique, c'est pas un élément premier dans le recrutement d'un jeune journaliste. Il faut d'abord que ce soit un bon journaliste. Il est formé dans des espaces académiques nationaux et pas tellement dans des écoles de journalisme transfrontalières. Vous allez me dire, il y a le QEJ et le Frankreich-Zentrum, cette fois-ci de Freiburg, qui ont une école de journalisme commune, mais c'est plus franco-allemand que transfrontalier, puisque ces jeunes gens qui sont très brillants ne rêvent que d'aller à Berlin et à Paris. Ils n'ont pas trop envie de rester à l'agence de Colmar, hein, ou d'aller à celle de Mülheim. Voilà. Donc il y a pas ça. Donc du côté, oui, pardon. De quelle manière est-ce que c'est une contradiction transfrontalier et franco-allemand? Parfois, oui. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de vivre les rapports franco-allemands. Il y a une manière noble, la culture légitime, c'est Paris-Berlin. Et puis, nous, dans ces régions, alors on est certainement le centre de l'Europe, mais on est quand même pensé par les Parisiens comme une périphérie. Hein. L'Alsace, le Grand Est, d'ailleurs, ils ont dit que c'est le Grand Est, c'est encore pire. On a encore moins envie d'aller dans le Grand Est qu'en Alsace. Hein. Mais non, mais c'est cette idée que on est loin, on est à la marge. Hein. On est des territoires, on est des limes, on est des borders. Hein. On est des marches, voilà. Hein. Et pour nous, non, on n'est pas des cul-de-sac, mais pour les autres, on est pensé comme un cul-de-sac. Donc il y a quand même une difficulté, je pense, dans l'articulation entre surtout l'État français, qui est quand même assez centralisé, et puis à penser le transfrontalier, le périphérique, et puis l'Europe en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'on est un laboratoire de l'Europe, parce qu'on aime bien dire ça, mais d'un point de vue parisien, c'est quelque chose. Et les carrières, et c'est là où c'est important, c'est que les champs médiatiques sont nationaux et sont structurés nationalement. Ce qui fait que quand deux champs médiatiques se touchent, à la fois l'allemand et le français, l'allemand est plus décentralisé que le français, mais en France, on n'a pas l'équivalent du Saarländische Rundfunk, on n'a pas l'équivalent de la SWR, hein, on a France 3 et France Bleu, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des moyens beaucoup plus réduits. Donc, toute la logique de production des informations, elle reste nationale, et la logique de formation des étudiants, enfin des jeunes journalistes, est aussi nationale. Hein. Ça se sent aussi d'ailleurs en Allemagne, hein, où aux Saarbrücker Zeitung, il dit nous, on prend des gens qui viennent de Berlin, de Munich, parfois il y en a qui sont du coin, mais on ne va pas leur demander d'être spécialement, d'avoir une sensibilité transfrontalière. Donc juste pour pas être trop long, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, on voit que dans les rédactions de presse écrite, et c'est encore pire dans la presse audiovisuelle, il y a de moins en moins de moyens pour faire du journalisme transfrontalier. Il y a une autre manière, c'est de faire des coopérations transfrontalières entre médias, hein, entre titres de presse. Il y en a eu, mais elles sont plutôt sur le déclin, en quelque sorte. Alors je ne sais pas toujours si le supplément jeune extra existe encore entre le Saarbrücker Zeitung et voilà, c'est un bel exemple de quelque chose qui reste, mais il n'y a plus. Il y avait dans le temps, elle a disparu en 2016, une association de journalistes transfrontaliers qui s'appelle l'IPI et qui réunissait des Allemands, enfin des Sarrois, aussi de Rhénanie-Palatinat, des Luxembourgeois, des Lorrains et même des Belges. Et c'était une sorte de club, de lieu de rencontre où ceux qui étaient ces journalistes séquents, qui avaient un peu ce bilinguisme et qui avaient cet intérêt pour parler autrement de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, pouvaient se réunir pour échanger. Par manque de moyens, en 2016, elle a disparu. Ça aurait été
mais je lui enverrai par Internet. Ça aurait été une bonne question de dire, tiens, pourquoi pas, dans la Frankreich Stratégie, essayer de promouvoir un peu ces lieux où les gens se rencontrent et peuvent discuter ensemble, en quelque sorte. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de grandes déclarations d'en haut, des ministères quelconques, etc., qu'ils soient français ou allemands. On en a besoin. On a besoin d'une impulsion politique. Mais surtout, il faut que sur le terrain, on puisse se rencontrer, échanger, passer les ponts de manière quotidienne. Peut-être, je crois déjà avoir été un peu trop long, on gardera la côté de la gouvernance transfrontalière pour la fin. On n'a pas encore parlé des nouveaux médias, des médias sociaux, en quelle sorte ils peuvent éventuellement aider. Je pense, je voulais dire une comparaison qui n'est pas du tout adaptée, mais je la fais quand même. Il y avait le printemps arabe qui n'était pas possible sans les téléphones portables, sans les comment on dit, les tabloïds, les iPhones, etc. Il faudrait peut-être inventer ça, un printemps transfrontalier avec les iPhones et peut-être développer des stratégies avec des élèves, par exemple, autour de ça. Et quelquefois, ça peut aider, non ? Je vous recommande dans cet ouvrage-là le papier de notre collègue Thilo van Pape qui a étudié Twitter. Twitter en 2013. Est-ce que c'est un média pour la communication transfrontalière des événements locaux ? Alors, c'est une étude exploratoire, mais c'est très difficile parce qu'on tweet dans sa langue et il a remarqué malheureusement qu'il y avait très très peu de choses, sauf un peu de communication institutionnelle, qui passaient la frontière en disant tiens, il y a un super concert ce soir, venez tous. Non, il n'y a pas de réseau de sociabilité très fort entre les jeunes allemands et les jeunes français, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une forte circulation sur les réseaux sociaux, qui sont des réseaux sociaux numériques, mais qui sont d'abord des liens qui existent. Donc là-dessus, sur les réseaux sociaux, on a été assez déçus. En revanche, il pourrait y avoir des nouveaux médias sur Internet, sur des sites Internet qui existent déjà. Il y a beaucoup de choses au niveau plus culturel, avec Plurio, par exemple, du côté de la grande région Saarlorlux, mais qui restent relativement institutionnels, un peu gentils, pas très vivants, quoi. Enfin, je trouve c'est mon. Enfin, voilà. Vous êtes dur quelquefois. Oui, je suis un peu dur. Mais moi, vous savez, j'habite à Mulhouse, c'est un peu les classes populaires, etc., que j'essaie d'emmener en Allemagne, etc. Bon, c'est pas en leur faisant des sites Internet un peu jolis comme ça, où on parle de culture légitime, qui va les pousser à passer la frontière. Même si, ça, évidemment, ça a raison d'être. Vous vouliez compléter, je pense. Non, mais juste pour reprendre un peu ce que tu disais, il y a une dimension peut-être qui limite la coopération transfrontalière. C'est ce qu'on appelle le millefeuille institutionnel. D'un côté de la frontière, les prises de décision sont plus rapides. Bon, le Länder sarrois a la compétence en ce qui concerne l'apprentissage des langues. De l'autre côté de la frontière, tu as différents niveaux et tu as, comme tu l'as dit, c'est le top-down, c'est ça vient du haut. C'est-à-dire que la décision part du haut pour arriver vers... alors, ce qui ralentit la prise la prise de décision et ce qui ralentit aussi les actions transfrontalières. C'était ce point que je voulais ajouter. Oui, je pourrais peut-être rebondir là-dessus aussi d'un point de vue interculturel. On a pas mal parlé des régions transfrontalières comme des sortes de modèles d'une Europe future. Mais en même temps, et j'aimerais enchaîner sur ce qu'a dit Vincent Goulet, il y a d'une part des zones de contact interculturel intenses, et d'autre part, il y a des zones d'ombre ou des zones problématiques. Alors les zones de coopération et de contact interculturel intense, c'est certainement l'économie. On vient de l'apprendre, mais ça c'est très connu qu'il y a entre l'Alsace et le Baden-Württemberg, entre la Sarre et la Lorraine et la France en général, il y a une forte coopération économique. D'autre part, c'est la politique. Vous venez de gloser là-dessus, Monsieur Goulet, en disant, voilà, les hommes politiques avec leurs Sonntagsreden, avec leurs discours de dimanche. Ça, c'est
c'est pas uniquement ça, ils ont quand même fait pas mal de choses, mais ça reste quand même à un niveau politique d'abord. C'est-à-dire il y a beaucoup de contacts entre les hommes politiques en Sarre, en Lorraine, en Alsace et au Luxembourg. Puis il y a le monde universitaire qui a renforcé ses contacts et ses réseaux de coopération, je viens d'en parler. Et d'autre part, il y a la société civile où on a plutôt l'impression que ça stagne ou plutôt que ça décline. C'est-à-dire le réseau, par exemple, c'est de ça, entre autres, que j'ai parlé dans ma contribution au volume sur la Frankreich-Stratégie. Le réseau des jumelages franco-allemands est en crise, décline. Il y a toute une génération qui part, qui quitte ce réseau-là. Il n'y a pas vraiment de relève pour ça. Au niveau de la société civile, le tourisme aussi, entre la France et l'Allemagne, le tourisme transfrontalier, ça marche pas tellement, c'est plutôt unilatéral en Alsace. Entre la Sarre et la Lorraine, ça marche pas vraiment. Et au niveau, par exemple, des professionnels, des jeunes, il y a que, d'après ce que je vois, il y a essentiellement 2 lieux de rencontre, c'est les piscines en Sarre, parce qu'il y en a peu en Lorraine, donc il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent les piscines en Sarre, et puis il y a les discothèques, des 2 côtés, mais surtout du côté sarrois. Mais je crois là, les hommes politiques, les responsables de la coopération transfrontalière devraient manifester beaucoup plus d'imagination pour créer de nouveaux programmes d'échange au niveau scolaire, au niveau professionnel aussi, et peut-être aussi l'OFAGE. Moi, j'ai l'impression que l'OFAGE ne joue plus ce rôle que l'OFAGE avait il y a encore 20 ou 30 ans. Peut-être aussi parce que l'OFAGE a dispersé un peu ses moyens, s'occupe beaucoup des programmes trilatéraux, mais j'ai l'impression, comme ça, en étudiant la scène de la coopération interculturelle transfrontalière, que l'OFAGE n'est plus un acteur vraiment très important pour cela. Peut-être il faudrait repenser le rôle de l'OFAGE également. Et l'autre aspect que vous avez souligné me paraît également très important parce que c'est les médias. Là, en relisant ce que vous avez écrit ou dirigé comme volume avec Christophe Hatta, ça montre quand même très clairement que malgré tous ces réseaux de coopération transfrontaliers, il y a 2 Medienlandschaften, 2 paysages médiatiques extrêmement différents. On traverse la frontière, on lit le Républicain lorrain qui parle de la Lorraine et de la France, et de l'autre côté, la Saarbrücker Zeitung parle de ce qui se passe en Sarre et en Allemagne et dans le reste du monde, mais pas de ce qui se passe de l'autre côté. Donc il y a vraiment une frontière médiatique, une frontière des espaces publics extrêmement forte toujours qui persiste. Et je crois ça, c'est plutôt une régression par rapport aux années 90, parce que je me souviens qu'il y avait par exemple un correspondant de la Saarbrücker Zeitung à Metz qui n'existe plus. Il y a moins d'émissions de la radio-télévision de la Sarre consacrées à la France qu'il y a encore 20 ans. Il y en a toujours, mais radio-télévision de la Sarre joue toujours un rôle important. Mais au niveau des médias, c'est plutôt une régression, j'ai l'impression, aussi en lisant vos travaux. Peut-être juste pour finir là-dessus, effectivement, tous les sociologues des médias ont bien compris que l'espace médiatique s'adosse sur l'espace politique. C'est-à-dire que c'est quand même le politique qui a la main sur l'espace médiatique. C'est très difficile de créer un espace médiatique commun contre un espace politique. Et ça se voit, hein, tout à fait. Alors, il existe des institutions de coopération, des parlements interrégionaux, la conférence du Rhin supérieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le sommet des exécutifs, mais c'est le conseil, voilà, il y a des sortes d'institutions de coopération transfrontalière, mais qui n'ont aucun pouvoir décisionnaire très fiable, et qui, surtout, dont les élus n'ont aucune responsabilité devant des électeurs. Ce qui fait qu'en tant que
citoyen de la grande région Saarlorlux ou en tant que citoyen du Rhin supérieur, je vote pour personne et ils font des trucs dont j'ai rien de courant, je suis pas au courant. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas d'espace politique, il y a pas de budget, il y a pas de décision qui engage les hommes politiques. Donc du coup, il y a pas de discussion publique et donc il y a pas d'espace médiatique. Sauf pour ceux qui sont vraiment convaincus, etc. Donc si on veut arriver à créer vraiment du frontalier et de faire de ces régions frontalières des vrais laboratoires de l'Europe, il faut arriver à déléguer une partie de la souveraineté nationale à des instances transfrontalières politiques. Oui, pour compléter peut-être un peu ce que vous avez dit, vous avez parlé de la nécessité d'un espace médiatique commun. Je dirais peut-être que nous avons besoin d'un espace de formation de professeurs communs, parce que si on veut former les jeunes Français dans la langue du voisin et les jeunes Lorrains dans la langue du voisin, donc dans l'allemand, nous avons peut-être besoin d'une formation commune et je voudrais mentionner ici 2 initiatives récentes. En novembre 2018, pour la première fois, nous organisons une journée transfrontalière des enseignants de langue, conjointement entre des partenaires français et allemands, d'ailleurs aussi avec le Pôle France. Cette journée sera la synthèse franco-allemande de la journée des germanistes dans le Grand Est et de la journée des enseignants de français à l'Université de la Sarre qui s'organise depuis 10 ans. Donc, d'abord, nous avions des journées séparées pour les professeurs de français en Sarre, pour les professeurs d'allemand en Grand Est. Maintenant, nous organisons une journée transfrontalière commune. C'est déjà, je dirais, peut-être un pas dans la bonne direction. Les professeurs pourront travailler ensemble sur des questions qui les occupent de la même façon des 2 côtés de la frontière. Ils peuvent échanger et ils peuvent, j'espère, nouer des contacts pour des coopérations transfrontalières à long terme. Ça, c'est une première initiative que je voulais quand même mentionner ici. Il a été déjà question de l'Université de la Grande Région qui, au niveau universitaire, essaie de stimuler la coopération transfrontalière. Ici, j'aimerais mentionner le nouveau Master on Border Studies, qui veut former des experts concernant les questions de frontières. Et là aussi, nous pensons, nous ne sommes pas dans une logique nationale, mais dans une logique transfrontalière. Et ça, je pense que ce sont des exemples de bonnes pratiques qui font quand même avancer le projet transfrontalier et le projet de la construction d'une Europe commune. Et pourquoi le titre Border Studies? Pourquoi pas études transfrontalières? Vous avez tout à fait raison. C'était une question controversée. Border Studies, c'est un terme, un terminus introduit. Mais nous sommes, Rachid peut peut-être me compléter là-dessus, nous sommes des chercheurs vraiment plurilingues et des côtés français et des côtés allemands. Oui, c'est une bonne remarque. Bon, les canons de l'évaluation des enseignants-chercheurs restent quand même la capacité de publier des articles. Et la langue anglaise fait partie des critères de classement des revues et des universités. Donc aussi, une des visées, c'est pas la seule, mais une des visées, c'est aussi de publier en anglais, justement, pour qu'on puisse être lu au niveau mondial, pas seulement entre nous. Voilà, c'est juste cet aspect.
Moi, j'aimerais dire on est quand même assez sévère sur la coopération transfrontalière. Il y a beaucoup de choses. Vincent, je te trouve un peu sévère. J'aimerais quand même rappeler que les citoyens n'ont pas attendu les politiques pour s'approprier leur territoire transfrontalier. Rappelons par exemple que parmi les travailleurs frontaliers qui tous les jours pendulent entre la Lorraine et l'Allemagne, un tiers sont résidents en France, ont la nationalité allemande. C'est-à-dire qu'ils ont préféré habiter côté France pour des raisons économiques, sociales, aussi avec le développement des familles plusieurs nationalités dans la famille, donc franco-allemande. Voilà. Donc, je veux dire que sur le terrain, le transfrontalier avance quand même. Simplement, on a cette fâcheuse habitude de vouloir tout cadrer par des lois, des règles. Mais regardons aussi ce qui se fait sur le terrain. Peut-être manquons-nous aussi de normes, de références transfrontalières. Je sais pas, pensons par exemple à une équipe de football transfrontalière franco-allemande. On ne se poserait pas la question de savoir ce soir si c'est l'Allemagne ou la France qui va gagner. Voilà, deux, trois éléments de réflexion peut-être pour alimenter un peu le débat. Encore plus prosaïque, quand l'Alsace a été intégrée dans la région Grand Est, on a demandé à la Fédération d'Alsace de se fondre, de football, je parle football, de se fondre dans la Fédération Grand Est. Il était hors de question d'essayer de faire une fédération Oberrhein du football où peut-être les petits footballeurs en herbe de Mulhouse, de Colmar et de Strasbourg pourraient jouer contre Freiburg, Mülheim et Karlsruhe. Non, ça se fait pas. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même un peu plus facile d'aller de Freiburg à Kehl ou à Offenbourg que d'aller de Colmar à Chalon-sur-Marne ou Champagne, je sais plus. Champagne, oui. Je suis jamais allé. Je pense quand même, oui, je suis d'accord aussi avec votre constat que vous êtes assez critique sur ce qui se fait dans la région transfrontalière, parce que si on n'a pas eu l'occasion d'énumérer toutes les initiatives culturelles qui existent, perspectives d'ailleurs qui obtiennent là un prix de l'Académie de Berlin. J'ai lu ça aujourd'hui, par exemple. Oui. Festival Perspective. Le festival Perspective sera décoré de cette façon-là fin du mois de novembre. Et il y a plein d'autres initiatives qu'on pourrait mentionner et institutions, bien entendu. On n'a pas fait la liste longue que vous connaissez sans doute des institutions, y compris aussi, on n'a pas encore mentionné l'université franco-allemande. D'ailleurs, est-ce que ces Border Studies font partie des cursus de l'université franco-allemande ? Alors, en tout, il y a 19 cursus transfrontaliers de formation à l'université. 19 qui ont été construites à côté du Master Border Studies, ce qui mobilise quand même quelques centaines d'étudiants qui sont dans ces formations, donc entre les 6 universités de la grande région. Et puis, on a très peu parlé, juste une fois, je pense, des compétences interculturelles, dont vous êtes, Monsieur Lusebrink, vraiment le spécialiste. Et je pense qu'il faudrait quand même dire quelques mots là-dessus, parce que cette compétence linguistique, être plurilingue ou disons bilingue, moi je dirais, bon, on est un peu, pour moi, étrangement dans une situation comme s'il fallait toujours défendre, si on veut privilégier l'apprentissage du français. Mais bon, dans tout ça, il y a quand même d'autres dimensions c'est changer la perspective, avoir des connaissances approfondies de l'autre pays, avoir cette flexibilité de penser dans deux espaces, peut-être. On a peu parlé, mais ça serait quand même un argument fort pour développer ces initiatives aussi transfrontalières. La compétence interculturelle s'acquiert d'une part par l'expérience quotidienne et d'autre part par des cursus, par les cours de langue qui peuvent être complétés par des connaissances sur l'autre culture, ce qu'on appelle la civilisation, par des compétences interculturelles,
plus spécifiques sur la communication, etc. Et là, je dirais peut-être deux choses. D'une part, que la Sarre, peut-être plus que la Lorraine, et de même que le Luxembourg, a une longue et forte tradition d'apprentissage interculturel dans le quotidien. Et paradoxalement, c'est lié aussi aux expériences d'occupation. On pourrait peut-être parler de manière un peu paradoxale de la productivité des expériences d'occupation. La Sarre était longtemps occupée par la France. Les temps d'occupation sont évidemment douloureux également, mais ces temps d'occupation permettent aussi la connaissance intime d'une autre culture, d'une autre langue, et je crois que ça c'est le cas en Sarre. Ce qui explique peut-être aussi, entre parenthèses, pourquoi la Sarre est le land allemand où il y a le moins d'actes xénophobes, d'actes xénophobes contre des Ausländer, c'est-à-dire d'actes violents contre statistiquement, c'est le land allemand, il y a le moins d'actes xénophobes en Allemagne, même en Allemagne de l'Ouest. Et c'est peut-être lié à cette expérience, à cet apprentissage interculturel ancré dans le quotidien, dans une longue expérience avec l'autre, le français d'abord, mais le français depuis 150 ans, n'est pas un Français de souche, mais est devenu, la France est quand même le premier pays d'immigration en Europe depuis 150 ans. Donc les Français avec lesquels les Sarrois étaient en contact pendant les ans d'occupation, c'était aussi des Français qui étaient d'origine algérienne, maghrébine, qui venaient d'Afrique subsaharienne, comme soldats, comme administrateurs, etc. Donc c'est une expérience de l'autre qui est ancrée dans le quotidien, qui me paraît important, et ce qui me permet de parler un peu de manière provocatrice peut-être des productivités, des expériences, des temps d'occupation. D'autre part, et ça c'est un autre aspect, je viens de le mentionner, à l'université de la Sarre, mais aussi dans des contextes comme le lycée franco-allemand. La Sarre a un des 3 lycées franco-allemands. L'interculturel est non seulement ancré dans l'expérience du quotidien, à l'université de la Sarre également, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants non allemands, étrangers. L'université de la Sarre est la deuxième université la plus internationale en Allemagne, après l'université libre de Berlin. C'est peut-être pas un hasard non plus. Donc là, l'apprentissage interculturel se fait aussi sur le tas, dans le quotidien, dans les contacts universitaires quotidiens, mais il se fait aussi au niveau de filières qui se sont créées. J'ai parlé de la germanistique interculturelle, des études françaises dans le contexte européen, des cursus en communication interculturelle qui se sont créés à l'université de la Sarre, dont il y a aussi une filière de coopération transfrontalière d'ailleurs, avant les Border Studies. Et c'est pas en anglais, c'est en français. C'est une filière trinationale avec le Luxembourg. Les 3 langues du Border Studies sont le français, l'allemand et l'anglais. Donc c'est une filière trilingue. Seulement il faut un nom trilingue alors. D'accord, voilà. Donc il y a beaucoup l'interculturel et se fait à plusieurs niveaux, mais j'insiste aussi sur le quotidien qui a permis des expériences inégales, parfois douloureuses également, mais aussi cela a amené à faire la connaissance de l'autre. Je voudrais rebondir très brièvement sur la notion de plurilinguisme, parce que j'ai vu qu'il y a peut-être un petit malentendu. Quelqu'un qui est plurilingue est quelqu'un qui sait se servir de plusieurs langues dans sa vie quotidienne, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie privée. Donc, quelqu'un qui, disons, vend des petits pains dans la zone piétonne de Saarbrück et qui sait faire cela avec des clients français, donc qui maîtrise le français à l'oral dans son petit domaine et qui, disons, se sert aussi de l'anglais quand il passe ses vacances, je ne sais pas où, est plurilingue.
quelqu'un qui sait lire des articles scientifiques en français sans savoir parler le français avec des collègues est aussi plurilingue. Donc, le plurilinguisme est quelque chose qui peut prendre des formes très, très différentes et très, très variées. J'ai une... C'était sur cette question du bilinguisme, plurilinguisme, et c'est là où il faut vraiment se décontracter un petit peu, parce que je déteste, enfin excusez-moi, je suis vraiment le méchant de la soirée, mais beaucoup le tic journalistique, telle formation, ils apprennent la langue de Goethe. Voilà, mais ça bloque, parce que justement, on n'a pas besoin de maîtriser Goethe pour pouvoir aller discuter avec des collègues ou avec des jeunes en passant le Rhin. Et cette idée qu'il faut, et typiquement française d'ailleurs, je pense qu'il faut exceller dans la maîtrise de la langue de l'autre pour avoir le droit de s'exprimer et de rentrer en contact avec l'autre, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et malheureusement, tout le système pédagogique français, encore, malgré tous les efforts qui sont faits avec des nouvelles manières pédagogiques, ça reste quand même axé sur l'apprentissage des règles grammaticales, sur des contrôles écrits, sur très peu d'expressions en classe. Tous les enseignants que je rencontre d'allemand en Alsace disent on n'a pas assez le temps de faire d'oral, et les gamins, ils parlent très peu. Il y a un collègue qui m'a dit j'ai calculé le temps global qu'un élève peut parler en allemand dans une classe d'allemand en France, ça doit être de l'ordre de 10-12 minutes par an. Parce que si ça tombe pas sur lui, il va pas s'exprimer. Donc c'est ça, et c'est là où c'est intéressant le concept de la langue du voisin. Et on ne peut pas apprendre la langue du voisin comme une langue étrangère. Ça, c'est un des fers de lance de ce on peut apporter en tant qu'espace frontalier. Et c'est un autre argument pour créer des filières communes. C'est ce qu'on essaie entre la Sarre et la Lorraine avec la filière biprimaire qui veut former des enseignants de primaire communs, justement pour compléter. Et après, il ne faut pas qu'ils retournent en Allemagne, parce que comme les salaires sont bien plus intéressants en Allemagne qu'en France, il y a aussi la même chose à Mulhouse, ça s'appelle SIFT, une sorte de parcours binational pour former des instituteurs, enfin des professeurs des écoles. Même les Français, ils sont tentés d'aller travailler en Allemagne et ils ne font pas prof d'allemand en France. Bon, je pense que c'est le moment de donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a deux. Monsieur derrière, monsieur là. Ah oui, monsieur là. Bon, je vous ai vu, on va vous passer le micro. Catoire, j'ai travaillé sur ces questions transfrontalières assez longtemps, il y a 20 ans. Et le seul de vous 5 qui a abordé un peu les questions techniques, c'était M. Belkacem. Et je voulais savoir, est-ce que dans le transfrontalier d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours les mêmes tracasseries administratives et autres c'était pas seulement la reconnaissance des examens et du reste, le transfrontalier. Vous voyez, moi, je me rappelle encore dans la campagne électorale entre M. Pompidou et M. Poher, où M. Pompidou a parlé des transfrontaliers et que l'Allemagne exploitait les transfrontaliers. Simplement, j'ai connu toute cette question du transfrontalier et je voulais savoir, si on habite à Fribourg et on enseigne à Mulhouse ou à Strasbourg, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Est-ce qu'à Blittersdorf, où je devais traiter... Enfin, c'était un tout petit problème. Vous savez, j'avais d'autres questions de Schengen, etc. Simplement que moi, en tant que premier conseiller, je m'occupe que les enfants à Blittersdorf puissent passer la rue sans passeport pour jouer sur le terrain avec d'autres enfants, ce qui était une initiative de Mitterrand-Kohl. Simplement, ensuite, lorsqu'on devait faire ça pratiquement, je ne peux pas vous dire, et je pourrais vous citer une centaine de choses comme ça sur les universités, sur toutes sortes de choses, etc. Et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on trébuche toujours
sur des bêtises pareilles, pour le dire franchement. Je veux bien essayer de répondre. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de points épineux dans le statut du travailleur frontalier. C'est la question de est-ce qu'on peut harmoniser les législations. Il est difficile. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au niveau de l'Union européenne, on parle plutôt de coordination des législations, notamment la coordination des systèmes de protection sociale. Et ça ne règle évidemment pas tous les points, toutes ces tracasseries administratives que vous évoquez. Ils sont toujours là. Pensons à l'âge à la retraite, par exemple, pour les travailleurs frontaliers qui ont des trajectoires professionnelles accidentées, c'est-à-dire qui travaillent quelque temps en France, quelques missions en Allemagne, qui passent aussi par le Luxembourg. C'est des choses qu'on voit. La question de la reconnaissance de l'invalidité, par exemple. C'est un vrai problème. On n'a pas les mêmes systèmes, les mêmes définitions des accidents du travail. Donc vous avez tout à fait raison, ces tracasseries, mais cela concerne, j'allais dire, une minorité de travailleurs frontaliers, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des travailleurs frontaliers. 230 000 travailleurs frontaliers dans la grande région Sarre-Lorraine-Luxembourg. C'est la première région d'ailleurs européenne qui rassemble autant de travailleurs frontaliers et de flux, de mouvements pendulaires. Donc, en ce sens, ça peut être un laboratoire de la construction européenne, riche d'enseignements, justement, pour faire évoluer ces dispositifs législatifs dans le domaine de la sécurité sociale, reconnaissance des maladies, la question des retraites. Tout à fait. Alors, pour vous dire clairement les choses, non. Elles existent toujours, ces tracasseries. Mais ça n'empêche pas de faire du transfrontalier. Vous aviez un proviseur qui s'appelait Philippe, et que peut-être d'autres connaissent. Il n'a pas encouragé le lycée de Bonn se trouver, c'est-à-dire la mairie de Bonn avait prêté le bâtiment au lycée français. Simplement, il n'y avait aucun contact, à part Madame Genscher, qui était enseignante d'allemand aussi au lycée français. Simplement, il n'y avait aucun encouragement. Il y a 20-30 ans, quand mes enfants allaient au lycée de Bonn, pour parler avec les enfants de l'autre côté de la cour. Et donc là, il y avait quelque chose. Monsieur Philippe Fils est beaucoup plus européen. Juste, ça va lentement, hein, mais ça va quand même dans le bon sens. Un petit exemple, c'est l'apprentissage transfrontalier qui a été rendu possible depuis 2013 en Alsace et Bade, et que je crois aussi maintenant est étendu à la Lorraine. C'est l'idée qu'un jeune qui fait ses études d'apprenti en France, un BTS par exemple, puisse faire sa partie de formation dans les entreprises en Allemagne. Et donc c'est assez génial parce qu'il a un diplôme français, il étudie en français, c'est quand même un peu plus facile pour réussir ses examens, hein, surtout quand on connaît le niveau des Français en allemand, mais il va quand même se socialiser dans une entreprise allemande. Alors c'est excellent, on va dans le bon sens. Depuis 2013 seulement, hein, ça a été très très difficile à mettre au point. Le seul problème, parce que c'est le pas d'après, c'est que ça reste un diplôme français. Donc s'il veut faire travailler dans une entreprise allemande et faire valoir ses droits en tant que travailleur allemand, notamment pour la Fortbildung ou le Weiterbildung, eh ben, il n'a pas un diplôme allemand. Donc du coup, il est un peu handicapé par rapport à quelqu'un qui a fait un apprentissage en Allemagne. Donc c'est encore un frein, parce qu'il y a ce petit problème de la pleine reconnaissance des diplômes. Et là, c'est les IHK, donc les chambres de commerce et d'industrie, qui ont la main sur les diplômes allemands, notamment de l'apprentissage, qui n'ont pas tellement envie de laisser certifier des travailleurs français qui aient les mêmes droits que les travailleurs allemands qu'eux sont censés labelliser. Donc on sent bien que voilà, ça coince un petit peu. Mais on va dans le bon sens quand même. Oui. Juste pour rajouter, pour le monde universitaire, toujours des obstacles, mais je trouve quand même qu'il y a une forte volonté politique de les dépasser. Et là, j'aimerais souligner pour le monde universitaire le rôle important de l'université franco-allemande pour cela, qui a quand même délivré, je crois maintenant, plus de 6000 doubles diplômes, avec en plus, il y a... Quand on suit un cursus franco-allemand, on acquiert 2 diplômes, plus
un diplôme commun de l'université franco-allemande qui certifie une filière commune. Et un autre secteur que j'aimerais mentionner, c'est les co-tutelles franco-allemandes de thèse qui se sont fortement développées aussi grâce à l'université franco-allemande, qui aident par exemple pour des modèles de convention. C'était très compliqué encore il y a 10 ans. Maintenant, c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais pas quelle est l'expérience des collègues, mais moi j'ai mis 9 mois, je crois, pour faire signer 8 mois pour faire signer une convention de co-tutelle entre l'université de la Sarre et l'université de Strasbourg ces derniers mois. Ça aboutit donc quand même, mais aussi grâce à une forte volonté politique. C'est-à-dire c'est bien accueilli actuellement depuis un certain temps dans les universités françaises et allemandes une co-tutelle de thèse. Et c'est soutenu en plus financièrement par l'université franco-allemande. S'il vous plaît. Paul Arnaud, juriste. Je vais m'adresser à Monsieur Goulet, qui a été l'exposant, le conférencier pour décrire des freins à ces régions frontalières, décrivant en quelque sorte un héliocentrisme du Grand Est vis-à-vis de la politique décidée à Paris et du côté de la Sarre ou du Rheinland-Pfalz, du côté qui se trouve centré du côté de Berlin. Alors, moi, l'Europe, je me la suis toujours imaginée comme une Europe des régions. Mais ça n'a pas été la direction prise au départ, dans la mesure où on a voulu rassembler, faire converger des États-nations. Est-ce que pour le bien, le maintien, le futur de ces régions, de ces coopérations transfrontalières, vous préférez des frontières au niveau des régions ou au niveau des États-nations conservés? Juste dans ce que vous dites, je retiens région. D'ailleurs, plutôt de coopération transfrontalière, je préfère parler de coopération interrégionale entre régions d'États différents. Mais finalement, pourquoi on ne dit pas interrégional plutôt que transfrontalier? Déjà, c'est dur à dire. Et puis, il y a frontières. Et bon, c'est vrai, on est différents, mais on est voisins, donc on est entre régions voisines. Donc créons cette Europe des régions à travers des coopérations plus approfondies entre régions qui se connaissent, qui s'apprécient. Voilà. Donc il faut peut-être changer le vocabulaire et parler de coopération interrégionale, tout simplement. Bien. Monsieur ? Merci. Alors, je voulais remercier Madame Deussen pour lancer ce cycle de conférences sur l'Europe, car je crois que nous manquons tout à fait de lieux pour avoir des débats de ce niveau. Je me souviens d'une époque où il y avait dans chaque État membre des centres d'information sur l'Europe. Ils ont disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Et je m'étonne, c'est vrai que nous avons une chaîne franco-allemande qui s'appelle Arte, qui est très suivie en France, sans doute beaucoup moins en Allemagne, mais je m'étonne toujours que nous n'ayons pas encore de chaîne européenne, par exemple à l'image de C2N, une chaîne d'information sur l'Europe. Alors ma question, c'est effectivement sur la coopération transfrontalière. La Commission européenne a beaucoup fait pour encourager ces formes de coopération. D'ailleurs, on cite les programmes Interreg. C'est vraiment transfrontalier, c'est-à-dire c'est pour rapprocher des régions européennes, c'est pas pour rapprocher des régions à l'intérieur des États. Mais, comme disait l'intervenant précédent, nous avons quand même des limites à cette coopération, qui fait que nous sommes dans une construction d'une Europe des nations. Donc, j'ai bien noté ce qu'avait évoqué notamment M. Théis, en regrettant les obstacles des règlements nationaux. J'ai bien noté aussi ce que disait M. Goulet. Quand on parle de coopération linguistique ou d'échange linguistique, on parle d'échange de langue nationale. Jusqu'à quel point la coopération transfrontalière peut aller sans disloquer les États? Je pense par exemple à nous avons le problème catalan en Europe. La Catalogne, il y a des programmes interrégionaux entre la Catalogne française et la Catalogne espagnole.
Voilà le genre de questions, si vous voulez, que je pose aux intervenants. Oui. Juste un petit point. Il existe une chaîne pan-européenne qui s'appelle Euronews, que vous connaissez peut-être, qui est justement financée par la Commission européenne. C'est la seule initiative proprement européenne de l'Union européenne pour essayer de développer un espace médiatique européen. Le choix qui a été fait par les hommes politiques de l'Union européenne, ça a été plutôt d'européiser les espaces médiatiques nationaux, de mettre plus d'Europe dans les médias nationaux plutôt que d'essayer de créer des médias européens ou transnationaux. Voilà, c'est un choix qui a été fait, c'était peut-être pas le bon, mais ça existe quand même. Dans ce que vous dites, effectivement, c'est une des raisons, une des obstacles à la coopération transfrontalière, c'est que ça menace un peu les ancrages identitaires, les manières de faire, et quand on va un peu loin, c'est compliqué. Vous parliez de la Catalogne, il y a eu, on a vu un exposé sur l'hôpital de Cerdagne, qui est un hôpital franco-espagnol, franco-catalan, exactement, où il y a qui est situé, je crois, en Catalogne, mais où il y a beaucoup de patients français qui vont, et c'est très compliqué parce que les taux de remboursement sont pas les mêmes, parce que la manière aussi d'accompagner les familles n'est pas du tout les mêmes, selon qu'on soit ressortissant de France ou de Catalogne, et on va être traité différemment dans le même hôpital. Et même les salaires sont différents selon que vous soyez un aide-soignant français ou catalan. Donc ça perturbe énormément le principe d'équité, d'égalité, que nous on est d'ailleurs très attachés en France, qui fait que c'est pas si facile de faire des équipements transnationaux ou comme ça, transfrontaliers, parce que ça perturbe nos repères, en quelque sorte. Voilà. Donc, est-ce qu'on va revenir au Saint-Empire romain germanique où chacun avait son... avec le différents statuts et ordres, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça pose ces questions-là. D'accord. Il y a deux autres questions. Non, madame, d'abord, pardon. Bonsoir. Donc, je me présente, Nour Kanan. Je réalise une thèse de doctorat donc, dans le cadre d'un projet franco-allemand, pour le coup, autour de la gestion, notamment de la coordination transfrontalière des équipes, notamment en situation de crise. Donc, merci beaucoup pour cette intervention ce soir. Je pense que j'ai de quoi aussi alimenter beaucoup de choses dans ma réflexion. Donc, encore une fois, merci. Ma question, du coup, j'ai aussi noté pas mal, à certains moments, une certaine tension ou un petit peu de dualité entre, notamment sur les questions de gouvernance, puisque c'est aussi ce qui m'intéresse en partie, peut-être une volonté de tout cadrer avec des normes et des règles, ou peut-être cette tension à l'inverse, qui est que justement, dans un contexte transfrontalier, il n'y avait pas de règles, ou pas de règles, en tout cas presque transfrontalières à l'échelle transfrontalière. Ma question, c'est plus dans votre vécu quotidien. Est-ce que vous verriez plus une vision d'harmonisation nécessaire des règles existantes, quitte peut-être à pas cibler exactement la spécificité transfrontalière, ou alors plus une vision de créer de nouvelles règles transfrontalières, quitte peut-être à ajouter un petit peu ce millefeuille qu'on a peut-être déjà en France et peut-être aussi en Allemagne sur certaines dimensions. Donc ça, c'est ma première question. Et peut-être juste une précision, vous aviez parlé, Monsieur Belkacem, à un moment donné, d'un centre de recherche donc autour de Border Studies, mais plus qui était peut-être soutenu par le programme Interreg, qui réfléchit sur la notion de frontière. Est-ce que vous avez aussi quelques, concrètement, dimensions pratiques de ce qui est réalisé? Donc voilà, ça c'est plus à titre personnel que ça m'intéresse, mais voilà, les deux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question, je pense, madame. Je vais peut-être commencer par une petite réponse concernant la question trop de règles versus pas du tout des règles. La pratique dans l'université de la Grande Région est la suivante. On a déterminé les langues possibles top-down. Donc on dit et on peut utiliser l'allemand, le français et parfois aussi l'anglais. Et puis dans chaque réunion, au début, on regarde qui l'a, quelles sont ses compétences, ses capacités linguistiques, et puis on détermine la langue de la réunion. Et puis on voit aussi comment la réunion se développe et on change les langues. Donc il y a les deux. Il y a le top-down, la détermination, qu'est-ce qui est possible. Et il y a aussi le bottom-up,
ce qui se développe. Et je pense qu'il faut trouver le bon milieu entre les deux. Et cet exemple d'une bonne pratique peut peut-être valoir aussi pour d'autres domaines. Est-ce qu'il faudrait créer de nouvelles règles, M. Belkacem? Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure la première intervention où le représentant politique appelait à un droit à l'exception des régions frontalières. Vous avez senti donc... je ne pense pas que la solution, ça soit d'harmoniser, ça serait impossible à le faire. Créer des règles en plus, pas certain. Mais par contre, il y a eu des pistes qui ont été proposées, c'est créer des zones franches, c'est-à-dire des zones d'exception, avec une législation fiscale et sociale adaptée au contexte transfrontalier. Donc je pense que ça peut être une piste intéressante. Mais créer des règles supplémentaires ou harmoniser, je ne pense pas. Ou alors il faudrait le faire pour... On revient au débat, hein, État-nation et région. Et ce qu'évoquait tout à l'heure l'intervenant quand il parlait de disloquer les États. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est comment favoriser la coopération transfrontalière de part et d'autre des frontières. Alors, c'est quoi une zone frontalière? Une zone frontalière, en fin de compte, c'est une bande territoriale de 20 à 30 km de part et d'autre des frontières. Si vous allez à Nancy demander à un Nancéen est-ce que c'est quoi la région frontalière, il aura du mal à vous répondre. Donc, ce sont surtout les gens qui vivent à proximité de la frontière. Donc, cette idée de proximité géographique et comment favoriser les échanges, tout simplement, de part et d'autre des frontières. Donc voilà, créer un statut pour ces régions, peut-être, zone franche, ça existe. Hein. Il y a eu tout un débat, en France, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, à ce sujet. Alors pour votre deuxième question, quelles sont les actions concrètes, pratiques, mises en place par le Centre Border Studies? Alors il y a plusieurs actions. La première, c'est renforcer les liens avec le monde économique, les acteurs économiques et sociaux, notamment les entreprises, les acteurs qui sont sur le territoire, qui vivent le territoire, répondre à des problématiques concrètes. En termes, on parlait tout à l'heure des tracas administratifs en ce qui concerne les détachements. Ça, c'est une première action concrète. Jouer un peu le rôle, pas faire des rapports pour des rapports, mais que les rapports servent au monde économique réel. Ça, c'est une première action. Il y a d'autres actions, mais je pense que Claudia, elle pourra compléter aussi. La mise en place d'un centre de ressources transfrontalier. C'est-à-dire essayer de réfléchir sur ces concepts, ces notions autour du transfrontalier et construire des définitions qui puissent servir, là encore, à la société civile. La mise en place d'un glossaire également. Un glossaire transfrontalier, c'est-à-dire autour, là encore, l'idée c'est de proposer des approches, des concepts du transfrontalier qui soient, pour faire avancer encore une fois la coopération transfrontalière. Et puis mise en place de cahiers thématiques sur des problématiques territoriales concrètes. Par exemple, le problème du taux de chômage dans la zone d'emploi de Forbach, qui est un des plus élevés de France. Comment favoriser la mobilité transfrontalière? La question des transports. On n'en a pas parlé, hein, qui constitue une externalité. On parle de gouvernance, ça contribue aussi à la gouvernance. Voilà des actions concrètes pour ne pas être trop long, peut-être. Je m'arrêterai là. Pour répondre à votre question, droit d'exception, peut-être pas, mais droit d'option, peut-être. Parce qu'un exemple très concret, une chômeuse, une demandeur d'emploi alsacienne qui a fait toute sa carrière professionnelle en Allemagne. Elle perd son boulot en Allemagne, mais elle habite en Alsace à 10 km de la frontière. Elle doit s'inscrire à Pôle emploi. Or elle a besoin d'avoir des formations Excel et autres pour continuer de travailler en Allemagne, parce qu'elle aime bien travailler en Allemagne. Mais du coup, Pôle emploi, il ne peut pas donner des formations Excel en allemand. Donc il faudrait qu'elle s'inscrive à l'Arbeitsagentur, puisqu'elle a fait toute sa carrière en Allemagne. Eh bien, ce n'est pas possible, parce qu'elle réside en France. Donc, c'est Pôle emploi. Alors, au bout d'un moment, peut-être qu'elle trouvera le moyen de faire financer par l'Arbeitsagentur de manière dérogatoire, etc. Mais pourquoi le demandeur d'emploi transfrontalier ne pourrait pas choisir je m'inscris à l'Arbeitsagentur ou à Pôle emploi? Ça existe pour les Suisses aussi au niveau de la Sécu. Je prends la Sécu suisse ou je prends la Sécu française. C'est pour les transfrontaliers, etc. Donc, le droit d'option, ça pourrait être un droit qui est donné aux résidents des zones frontalières
on ne change rien, on ne met pas une troisième règle, parce que déjà, il y a des règles, il y en a beaucoup, mais au moins, en fonction de son intérêt ou de son parcours ou de ses aspirations, je choisis de m'inscrire plutôt dans tel système national ou tel autre, en attendant une harmonisation hypothétique. Juste très rapidement, je ne sais pas ce que vous entendez précisément par nouvelles règles. Évidemment, au niveau juridique, les régions n'ont pas du tout ce pouvoir-là. Elles ont le pouvoir depuis les accords de Karlsruhe de 97 de conclure des accords transfrontaliers avec des Gebietskörperschaften de l'autre côté de la frontière, ce qui se fait à différents niveaux. Il y a eu le projet d'une eurozone près de Saarbrück qui n'a pas tellement marché, mais il y a plein d'accords comme ça entre, par exemple, le département de Moselle et le long de la Sarre à différents niveaux. Les nouvelles règles, moi je dirais plutôt, si c'est pas au niveau juridique, c'est au niveau des marges que permet l'appareil juridique. Par exemple, au niveau universitaire, quand on dirige comme moi avec les deux collègues du Luxembourg et de l'Université de Lorraine, une filière transfrontalière, on est tout le temps en train d'établir de nouvelles règles à l'intérieur d'un cadre juridique qui permet une certaine flexibilité. Par exemple, comment signer une thèse, une convention de co-tutelle, comment établir un programme commun, comment définir les credit points qui sont différents. Il paraît que c'est au niveau européen que ça a été défini, mais finalement, chacun entend par credit points une chose différente. Donc, c'est une question de négociation, de compromis et de négociation interculturelle. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a de nouvelles règles qui s'établissent. Et je crois là aussi, les régions transfrontalières, les régions frontalières et transfrontalières ont actuellement le plus d'expérience dans ce type d'établissement de nouvelles règles. Juste un mot sur votre remarque sur le danger que le transfrontalier ou le régional disloque les nations. Je crois que c'est pas du tout le transfrontalier. Hein. C'est pas à cause des contacts transfrontaliers que la Catalogne aspire à l'autonomie, voire à l'indépendance. Je crois que c'est pas à cause de ça. Ça a d'autres raisons. Je crois qu'il y a pas à mon avis, il n'y a pas ce danger-là du tout que ça met en cause les États-nations. Je pense pas. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Ensuite, là. Merci. Et là. Je suis aussi très, très heureux d'entendre ce tour de table. Et une chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on est passé verbalement de transfrontalier à interrégional. Et déjà, interrégional, ça donne du voisinage. Interrégional, c'est du pays connu. Et oui, je trouve que l'idée est très belle et j'aimerais la voir remplacer administrativement le transfrontalier. D'autre part, je ne suis pas tellement au fait des lois qui régissent la Suisse, qui je crois ne fait pas partie de l'Europe, mais peu importe, elle gère quand même ce pays avec 4 langues, minimum 4 langues vivantes, et qui sont couramment appliquées. Ce n'est pas exceptionnel, et je crois que les personnes qui habitent la Suisse et qui se disent suisses sont censées connaître ces 4 langues, parce qu'on peut très bien... Ah bon, écoutez, alors je ne sais pas tout sur la Suisse, mais les 4 langues existent, et elles sont honorées. Ça, c'est un fait. Et si vous parlez allemand avec un Suisse français, il ne vous fait pas la gueule. Non, vous êtes dans votre loi. C'est une belle vision, mais malheureusement, la Suisse est un pays multilingue où les langues coexistent. Il n'y a pas toujours de contact et les politiques linguistiques dans les cantons sont assez différentes. Et il faut aussi dire que les Suisses ne sont pas tous plurilingues. Plurilinguisme, ça veut dire maîtriser plusieurs langues et aussi la langue des voisins. Mais malheureusement, la Suisse reste un pays multilingue.
Il est, je crois, si je ne me trompe pas, mais les petits Suisses doivent apprendre obligatoirement une des autres langues de la Confédération helvétique. Donc, souvent, les petits francophones sont obligés d'apprendre l'allemand et vice-versa. Et ils n'aiment pas du tout ça, il faut dire la vérité. Une fois dans le bus, en Allemagne, j'ai rencontré des francophones qui étaient tout excités de venir en Allemagne et tout. Je dis, ah, vous venez de France et tout. Il dit, non, on vient de Suisse. J'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas à Berne ou à Zurich plutôt que de venir à Freiburg? Pour eux, c'était beaucoup mieux d'aller en Allemagne, la vraie Allemagne, parler allemand, que d'aller du côté des Bourbines, parler le Suisserdeutsche. Pardon? Là, c'est à Freiburg, hein, on n'est pas en Bavière, monsieur. D'accord. Je pense qu'il y avait une question là, et monsieur, je trouve aussi, peut-être, je ne sais pas qui était le premier. Christos, je pense, vous aviez levé, non? D'accord. Monsieur, je trouve. Je m'intéresse au niveau les réseaux, les espaces de communication. Pour l'université, il me paraît qu'il n'y a pas de grandes difficultés de s'adresser aux universités de la région. J'ai simplement un peu